Un mec sans nombril qui dort dans une baignoire et qui lit des livres en tournant très vite les pages. Ça dit quelque chose? Dans les années 2000, une fois par semaine, un portail vers d'autres univers s'ouvrait, laissant place à des mondes fantastiques, dramatiques, héroïques ou encore horrifiques. C'était la trilogie du samedi, un rendez-vous hebdomadaire immanquable sur M6 pour tous celles et ceux passionnés de séries, à une époque où les plateformes de streaming n'existaient pas encore dans notre quotidien. Et parmi les nombreuses séries cultes diffusées dans ce programme, il y avait celle que nous allons rembobiner aujourd'hui, Kyle XY. Kyle XY est une série américaine fantastique de 3 saisons diffusée à la fin des années 2000, comme l'indique l'esthétique de son générique. On y découvre un jeune homme mystérieux et amnésique qui se réveille entièrement nu au beau milieu de la forêt. Il erre ainsi dans les rues de Seattle jusqu'à être arrêté par les forces de l'ordre, qui décident de le placer en prison. Semblant découvrir le monde pour la toute première fois, sans repères sociaux malgré son âge avancé de 16 ans, et incapable de prononcer un mot, l'établissement décide de faire appel à une psychologue chargée de l'examiner. Pause. Si ce mec a 16 ans, mon chat fait 5 kilos. Tu lui donnes quel âge? 16 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aveugle. Pareil. Comme un enfant curieux, Kyle observe et imite, ce qui lui permet d'apprendre les gestes les plus simples comme manger. Mais ce qui n'est pour lui qu'un moyen de comprendre le monde est perçu comme étrange par ses coden nus. Et c'est ainsi qu'il se heurte à une sombre réalité de notre société. Cette mécanique implacable qui broie les innocents, nourrit les injustices et perpétue depuis toujours la même loi du plus fort. La violence. Vous êtes considéré comme un des critiques, et à juste titre, les plus affûtés et émérites depuis l'invention du cinéma. Et oserais-je le dire, depuis l'invention de la couleur. Et encore aujourd'hui, vous nous livrez une critique affûtée. Oui. Toujours aussi percutant. Kyle fait donc la rencontre de la psychologue Nicole Traeger, très vite déstabilisé par ses facultés étranges. Il dessine les personnes qu'il a vues faire l'amour en forêt en tapotant ses crayons sur une feuille, et surtout, il n'a pas de nombril. Nicole décide alors, contre l'avis de son mari Stephen et de leurs 2 enfants, Laurie et Josh, de faire venir Kyle à la maison. Une idée que sa famille voit d'un très mauvais œil, peu ravis d'accueillir un patient de leur mère sous leur toit. Tu erres nu dans la rue, tu observes des couples faire l'amour dans la forêt et tu les représentes par le dessin. Fascinant. Ça fera 75 € s'il te plaît. Viens donc vivre à la maison! C'est donc très logiquement que nous nous retrouvons chez les Traeger, où Kyle poursuit son observation du monde et tente de comprendre tout ce qui l'entoure. Ma première impression, c'était que des gens tout petits et tout plats devaient vivre dans les murs. Mais il est complètement con ce mec. Il y fait rapidement la connaissance de la voisine Amanda en s'introduisant chez elle, attiré par la musique envoûtante qu'elle joue au piano, et dont il tombe amoureux. Une actrice qui a la particularité de s'appeler Kirsten Prout. Présente! Même si Kyle s'est introduit illégalement chez Amanda et s'est vu attirer les foudres de sa mère, cela reste malgré tout sa rencontre la plus normale depuis son arrivée dans le quartier. Car de l'autre côté, il y fait la connaissance de Laurie, complètement nue, et de Josh, en train de se branler. Une première impression qui résume assez bien l'écriture du personnage pour le reste de la série. J'aimais bien quand Hilary touchait mon corps. Mais c'était comme avec les magazines de Josh. Quelque chose n'allait pas. Mais elle est où la scène de combat? Bref, ses maladresses créent des étincelles dans la maison et dans ses relations dans son entourage. Mais Kyle grandit et apprend de jour en jour. Petit à petit, il trouve sa place au sein de la famille, au lycée, et il se fait même des amis, comme Declan. Et forcément, les premiers émois amoureux ne tardent pas à entrer en jeu. Les romances sont omniprésentes dans la série. Pour capter le spectateur et créer une dynamique censée nourrir la narration, les scénaristes utilisent le fameux procédé du love interest. Dans Smallville par exemple, on se demande quand Clark Kent va enfin finir avec Lana, puis avec Lois Lane. Ça crée de l'attente et ça fait respirer l'histoire. Ici, si les romances de Kyle XY étaient un gâteau, ça serait une tarte aux pruneaux. Ça fait chier. Dès leur première rencontre, on comprend évidemment que le love interest principal repose sur Kyle et Amanda. Sauf
qu'Amanda est déjà en couple avec Charlie, qui la trompe avec Hilary, la meilleure amie de Laurie. Et Laurie, quant à elle, elle aussi a droit à son love interest avec Declan. Et là, c'est interminable. D'abord ensemble, puis séparés, puis de nouveau ensemble, puis Laurie décide de retrouver sa virginité qu'elle avait perdue avec lui, avant de réaliser qu'elle aime toujours, ou peut-être pas. Ils flirtent, ils s'éloignent, ils flirtent encore, et finalement non. S'ajoute la romance la plus nulle de la série, celle de Josh et Andy, qui a un cancer. Mais ça, on s'en bat les couilles, car l'enjeu principal, c'est de savoir, mais quand feront-ils leur première fois? Et puis arrive Jessie, l'alter ego féminin de Kyle, qui se rapproche d'abord de Declan, ce qui énerve Laurie, avant de tourner autour de Kyle et de créer un triangle amoureux avec Amanda. Mais elle débarque aussi avec sa fausse sœur, collègue de Stéphane, que Laurie soupçonne aussitôt d'avoir une liaison avec son père. Et enfin Mark, encore un collègue de Stéphane, qui lance un autre triangle amoureux avec Laurie et Declan. Non. Les romances de KXY ne sont pas une tarte aux pruneaux. Ce serait un kouign-amann aux pruneaux et aux laxatifs. Trop lourde, trop longue, elle n'avance quasiment jamais et casse constamment le rythme. Résultat, on se surprend à attendre, presque avec mérite, les vraies révélations autour du personnage principal. Kyle, il est temps que tu saches enfin qui tu es vraiment. Tu es... Laurie, depuis que ma cheville me fait mal, je ne peux plus jouer au basket. Et sans le basket, je ne suis plus un homme. Ne dis pas ça. Tu es plus qu'un homme. Tu es Declan. Mais si je ne suis pas un homme, comment pourrais-je être ton homme? Mais je t'aime. Moi aussi je t'aime. Moi aussi je t'aime. Mais je ne peux plus courir après notre amour parce que je ne peux plus courir. Notre histoire ne peut pas continuer. Mais je t'aime. Mais moi aussi je t'aime. Et c'est pour ça que je dois te quitter. Alors quitte-moi, mais aime-moi encore. Je t'aime, mais je pars. Pars, mais reste dans mon cœur. Bref, revenons sur Kyle. Kyle présente des capacités intellectuelles et physiques exceptionnelles, mais aussi des particularités qui le placent hors du commun, comme son incapacité à dormir ailleurs que dans une baignoire, de ne pas avoir de nombril, lire des livres juste en tournant très vite les pages, ou être plus à l'aise dans les calculs qu'avec les relations humaines. Au fur et à mesure qu'il apprend à vivre parmi les autres, Kyle est envahi par de nouvelles interrogations. Plus il découvre le monde, plus il réalise à quel point il en est différent. Chaque épisode de cette première saison fonctionne alors comme une étape d'apprentissage. Kyle y découvre les règles, les codes et les émotions humaines un pas à la fois. C'est ce regard neuf posé sur notre monde qui rend ces premiers épisodes vraiment intéressants. À la fois mystérieux par les zones d'ombre autour de Kyle et touchant, grâce à une famille qui marche étonnamment bien à l'écran. Le mystère autour de Kyle s'épaissit avant de commencer à s'éclaircir avec l'arrivée du troublant Tom Foss. On découvre alors que Kyle est le fruit d'une expérience scientifique menée dans le laboratoire secret Zizix. Leur théorie? Si un fœtus était maintenu plus longtemps que prévu dans le liquide amniotique, il développerait des facultés intellectuelles et physiques décuplées. Résultat, Kyle est littéralement né en laboratoire, ce qui explique son absence de nombril, son obsession pour les baignoires, réminiscence de la cuve où il a dormi pendant des années, ainsi que son amnésie totale au moment de son réveil dans la forêt. Car en fait, il est né à ce moment-là quoi, à 16 ans. Ah, j'ai hâte de rentrer au lycée. Tu connais le nouveau là? Arrête, si ça se trouve c'est un youtubeur cinéma. Je suis peut-être assez mature pour son âge. Mais surtout, cette origine scientifique justifie l'étendue de ses capacités hors normes. Non seulement il apprend et comprend à une vitesse folle, mais il peut aussi entendre à des kilomètres en modulant les ultrasons, manipuler les atomes d'un objet pour les déplacer par la pensée, et même s'élever dans les airs. Enfin, seulement si ses pieds touchent de l'eau. Oh mon Dieu! Nous sommes tombés d'une falaise! Oh là là, quelle tuile! Si seulement tu pouvais voler! Il rencontre ensuite Adam Bailin, créateur du projet Zizix et modèle de l'expérience. Kyle est une sorte de clone amélioré, qui valide sa théorie sur la prolongation de la gestation artificielle. Mais contrairement aux autres scientifiques qui voient Kyle comme une simple arme ou un outil, Adam lui le considère comme un être humain qui mérite de vivre tout en apprenant à maîtriser ses dons. Mais l'organisation secrète l'ATNOC, composée de scientifiques, d'élite et d'anciens génies dont Adam a autrefois fait partie, n'est pas du même avis. Toujours à la recherche de Kyle, ils finissent par éliminer Adam, renforçant la méfiance du jeune homme envers ces savants dénués d'empathie
et nourrissant son désir de s'affirmer et de vivre sa propre vie. Bon, on finit par apprendre qu'Adam n'est en réalité pas mort, il s'est simplement reposé et a été guéri grâce aux vertus du liquide amniotique, mais pas de bol, il meurt pour de vrai dans la saison 3 et en hors-champ. Mais, révélation importante, Kyle n'est pas seul. La saison 2 est marquée par l'arrivée de Jessie, elle aussi issue de l'expérience Zizix, mais beaucoup plus instable que Kyle, et ça se voit dès sa première apparition. Là où Kyle, attaqué par un serpent, choisit de le maîtriser calmement avant de le relâcher dans la nature, Jessie, elle, tombe nez à nez avec le plus grand prédateur que la Terre ait jamais porté. Un homme. Waouh. Alors qu'il tente de l'agresser, elle le tue de sang-froid, avant d'être recueillie par les membres de Madacorp, qui supervisaient déjà les opérations de Zizix. Oui, encore une nouvelle organisation, encore un nouveau nom, alors que finalement ce sont toujours les mêmes méchants. Son apparition vient chambouler une narration déjà bien chaotique. Là où Kyle a eu la chance de tomber sur une famille aimante qui l'encourage à devenir quelqu'un de bien, Jessie, elle, enchaîne les mauvaises rencontres et les désillusions. Elle représente en quelque sorte un what-if vivant de ce qu'aurait pu devenir Kyle sans les Traeger. Tout comme Kyle, Jessie est issue d'un modèle. Sa parente scientifique se nomme Sarah, et elle aussi a fui l'Atnok, à l'image d'Adam. Très vite, Jessie développe une jalousie envers Kyle, qui a trouvé un équilibre chez les Traeger et avec Amanda. Car oui, spoiler alerte, Amanda finit avec Kyle après avoir découvert que son copain l'a trompé. Bref, Jessie, elle aussi, rêve d'une famille comme les Traeger, puisque toutes les personnes censées l'accueillir, y compris Sarah, sa propre mère, l'ont abandonnée. Et tout comme Amanda, eh bien elle veut Kyle. Le problème, c'est que le personnage de Jessie n'est jamais vraiment approfondi. La plupart du temps, on assiste à un simple ping-pong. Kyle passe son temps à la rassurer en lui disant qu'il sera toujours là pour elle, tandis qu'elle cherche toujours, sans cesse, à l'impressionner. Là où Kyle évolue et grandit à travers ses apprentissages, Jessie, elle, tourne en rond, sans jamais réellement progresser. Au final, son rôle se résume surtout à alimenter un triangle amoureux entre Kyle et Amanda, présenté comme central, mais qui prend bien plus de place de ce qu'elle aurait pu apporter réellement à la dimension science-fiction de la série. Bon, je dois dire quoi là? Ah non, bah j'ai rien écrit. Mais en vrai, tu peux rester comme ça fera l'affaire, hein. Contrairement à lui. Évidemment, l'Atnok, qui rôde toujours dans les parages, tente d'approcher Kyle et Jessie pour les rallier à leur cause. C'est là qu'apparaît Cassidy, sorte de gourou à la tête d'une équipe d'étudiants à l'université, tous impliqués dans des projets scientifiques tout à fait normaux. À la suite d'un accident de voiture qui manque de coûter la vie à Nicole Traeger et qui laisse sa famille avec une énorme facture d'hôpital, Kyle accepte à contre-cœur de collaborer avec l'Atnok. Ils s'engagent dans leur projet de recherche afin de rapporter de l'argent et d'aider les siens. C'est vrai qu'au premier abord, l'Atnok semble avoir changé. L'organisation est désormais dirigée par une nouvelle génération, incarnée par Cassidy, qui se présente comme bienveillant et soucieux de l'avenir de Kyle. Mais évidemment, il n'en est rien. Cassidy se révèle être un manipulateur prêt à tout pour isoler Kyle. Lors d'une sortie à la fête foraine avec Amanda, Josh et Andy, Kyle consulte une diseuse de bonne aventure. Celle-ci lui annonce: ce soir, quand le lapin blanc nagera, ton âme sœur sera en danger. Convaincu qu'Amanda, qu'il considère comme son âme sœur, court un grave danger, Kyle se met à la surveiller de près, malgré leur relation tendue à ce moment de la série. En fin de journée, Amanda, lassée de son insistance, décide de se changer les idées en allant voir un concert avec Laurie et Hilary, à bord d'un bateau nommé le Lapin Blanc. Sur place, Jessie, venue une fois de plus aider Kyle pour surveiller Amanda, assiste à un grave incident technique, et une femme tombe à l'eau. Kyle, qui rôdait évidemment dans les parages, plonge pour sauver son âme sœur. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas Amanda qui ramène à la surface, mais Jessie. Pour la faire courte, ça chamboule Kyle qui commence à se poser des questions, ce qui mènera à sa rupture avec Amanda et à se rapprocher de Jessie. Mais on apprend que Cassidy avait payé la diseuse de bonne aventure pour qu'elle lui dise cette fausse prédiction. Ingénieux. Mais si la structure avait fait tomber Amanda ou n'importe qui d'autre dans le public? Mais ce n'est pas tout, il aurait aussi tué Sarah, la mère de Jessie, tout en lui faisant croire qu'elle l'avait abandonnée. Et quant aux projets sur lesquels il faisait travailler ses étudiants, une fois assemblés, il révélait être en réalité la reconstruction de la cuve dans laquelle Kyle et Jessie avaient été créés. Kyle apprend même que Cassidy compte créer des clones de lui. Donc Kyle décide de détruire les recherches de l'Atnok et de se confronter à Cassidy, qui le fait chanter en menaçant tous ses proches. Oh là là. Et alors qu'il était sur le point de neutraliser Cassidy, de commettre l'impensable, Kyle découvre la vérité. Ils ont la même mère. Cassidy est donc son frère. Quoi?
Ah, vous attendez la suite? Ah mais non! La série s'arrête comme ça! Annulée net en plein milieu de la saison 3! Malgré un démarrage prometteur, la série s'est vite éparpillée. À force de multiplier les intrigues amoureuses façon feuilleton adolescent, elle a perdu une partie de son identité de série de science-fiction. Les audiences se sont effondrées, le budget était trop lourd et la concurrence trop forte. Résultat, KXY a été annulé brutalement par la chaîne ABC Family qui l'a diffusé, nous laissant avec un cliffhanger jamais résolu. Alors, est-ce que ça vaut quand même le coup de regarder KXY? Cette série est une sorte de Smallville bis. On y suit un personnage qui découvre ses pouvoirs tout en essayant de trouver sa place dans un monde où il est fondamentalement différent. Et ce qui fait vraiment la force de la série, ce sont l'apprentissage et les leçons de Kyle, comme je l'ai mentionné plus tôt, mais aussi ses relations avec la famille Traeger. C'est même très souvent touchant, comme par exemple son lien avec Josh, qui le voyait d'abord comme un alien, avant de finir par le considérer comme son frère. En fait, la série est frustrante. Parce que d'un côté, elle propose un lore de science-fiction intéressant et sait écrire des personnages et des relations touchantes, comme la famille Traeger qui fonctionne vraiment bien, mais de l'autre, elle s'embourbe dans des romances interminables qui nous font plus chier qu'autre chose et finit même par se perdre dans son propre univers en ajoutant des couches et des surcouches inutiles au lieu de rester simple et efficace. Donc, si jamais la nostalgie vous parle ou si vous voulez découvrir KXY, regardez au moins la saison 1 de 10 épisodes, et si vous n'avez pas peur d'être frustré de ne pas savoir la fin, continuez là, et faites-vous votre propre avis.